Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir donc d'introduire nos deux intervenantes de ce matin et aussi le webinaire qu'on fait. Donc, c'est un webinaire sur en fait construire des chaînes d'approvisionnement responsables en Afrique. Donc, on a voulu, c'est vrai que souvent quand on parle de chaînes d'approvisionnement, on pense souvent à l'Asie, au travail. Donc, pour une fois, on a voulu explorer, investiguer en fait les chaînes d'approvisionnement en Afrique et les problématiques qui pouvaient se présenter, ou les opportunités d'ailleurs aussi. On le verra très bien avec TDV Industrie. Donc ça, c'est un des premiers, c'est l'objectif premier du webinaire. Alors après, on a aussi souhaité, donc c'est la deuxième année maintenant, donc on travaille en partenariat avec le Global Compact France, sous l'impulsion en fait de l'AFD, qui est un partenaire de chacun de nous, enfin de Global Compact France et de RSE et Développement. Donc on a mis en place des webinaires donc, sur la RSE plutôt destinés à l'Afrique. Donc en fait à chaque fois on essaye de faire parler des intervenants d'entreprise sur ce qu'ils font en termes de RSE en Afrique. Donc aujourd'hui c'est le deuxième webinaire de ce type et donc on en fera un autre dans l'année. Voilà, donc on aura une présentation de Charlotte, Global Compact for la France, et qui donnera donc un certain nombre d'informations sur le Global Compact en général, et donc des informations qui sont pertinentes sur l'Afrique. Alors Charlotte, je ne sais pas, mais d'ailleurs tu pourras aussi peut-être parler un peu de ce que vous essayez, enfin de ce que vous faites ou ce que vous pourriez peut-être faire en Afrique. Bon, je te laisse décider. Voilà. Donc ça, c'est les deux axes en fait de présentation du webinaire. Et puis après, donc maintenant, je vais peut-être présenter un peu plus nos deux intervenants. Donc tout d'abord, je les présente dans l'ordre d'intervention. Donc tout d'abord, nous aurons Charlotte Frérot, secrétaire générale du Global Compact France, qui nous présentera le Global Compact en fait en général, l'initiative Global Compact en général. Donc c'est une initiative des Nations Unies qui est sans doute le plus grand réseau d'entreprises qui existe au monde. Charlotte, tu pourras rectifier si je me trompe. Et donc Charlotte, alors en fait vous ne voyez pas, mais c'est que j'ai mon ordinateur qui s'éteint, donc je n'ai plus les intervenants sous les yeux. C'est pas grave, je vais essayer de les récupérer. Voilà, et je suis en train de le rallumer. Donc Charlotte en particulier, donc de mémoire. Donc Charlotte est diplômée d'école de commerce et aussi étudiée donc au Canada. Et Charlotte en fait a à son actif donc d'avoir organisé le Business and Climate Summit en France en mai dernier. Donc était un très très gros sommet en fait pour engager les entreprises en particulier, enfin les entreprises françaises mais aussi les entreprises étrangères en fait, en faveur de la COP21 en France. Voilà, donc ça c'est une belle réalisation à son actif, et donc maintenant elle est en charge de l'équipe du Global Compact France qui doit comporter 5 ou 6 personnes. Enfin, ça croît tous les jours, j'ai un peu du mal à suivre. Voilà, je la laisse en préciser davantage si elle le souhaite. Donc bienvenue et merci Charlotte. Et ensuite maintenant je vais présenter donc Corinne Lutin-Delzers, donc qui est manager en charge de l'export chez TDV Industrie. TDV Industrie est une superbe PME française, hein, comme je pense notre ministre des Finances Emmanuel Macron aimerait en voir des centaines, si on écoute ses discours, sans prendre aucun parti politique, hein, mais bon. Donc c'est une très belle PME française donc, qui s'est spécialisée dans les textiles à usage technique et qui grâce à ça donc, a de véritables avantages pour ses clients. Et en plus d'avoir donc des produits très sophistiqués et techniques, donc TDV Industrie a initié une véritable démarche RSE très très forte. Alors c'est vrai que souvent on a la question de se dire, quand on est une PME, on ne peut pas faire de la RSE avec ses fournisseurs comme H&M par exemple ou Nike. Alors ce qui est vrai parce que bon, Nike et H&M ont un rapport de force avec leurs fournisseurs qui est sans doute particulier, encore que bon, ça soit des clients, des marques assez différentes, mais voilà. Donc quand on est une PME, c'est un peu plus dur. Et bien, on verra avec TDV Industrie qu'on peut tout à fait mettre des démarches très très poussées, très fortes, très engageantes, tout en étant une PME. Et on le verra, donc on verra que TDV donc, fabrique en France,
tout en important du coton d'Afrique avec une démarche responsable. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà, bon, moi, je crois que j'en ai dit assez. Sinon, je vais prendre la parole à la place de nos intervenants. Enfin, je vais faire le tour de leur présentation à leur place. Donc, je vais tout d'abord, je vous remercie et je remercie donc aux participants qui sont avec nous aujourd'hui. Et comme l'a dit Chantal, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors d'ailleurs, on en a eu certaines par le questionnaire d'inscription. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions par la boîte de questions en bas à droite. Et aussi à faire part de vos retours, interrogations, ou enfin remarques, ce que vous voulez. Vous pouvez les exprimer librement donc, par cette boîte de conversation. Voilà, j'en ai assez dit, donc je vais passer la parole à Charlotte Frérot pour sa présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, merci Joël, merci Corinne également de participer et Chantal pour l'organisation. Donc je vais vous présenter le Global Compact des Nations Unies. Je crois qu'on a bien le temps d'aller dans les détails. Donc, mais bon, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. D'abord, qu'est-ce que le Global Compact et le Global Compact France? Le Global Compact, c'est un cadre universel d'engagement et une plateforme d'échange. C'est aujourd'hui la plus large initiative internationale de responsabilité sociétale dans le monde qui représente 13 000 participants et qui permet à la fois d'engager dans une démarche d'amélioration continue les entreprises, les organisations, mais aussi d'échanger sur les bonnes pratiques et sur la mise en œuvre concrète de cette amélioration continue. Alors, l'initiative a été lancée en 2000 par Kofi Annan, donc Global Compact, on peut dire pacte mondial en français. Kofi Annan avait proposé lors d'un discours de créer un pacte mondial qui rassemblerait tous les dirigeants d'entreprises engagés et qui partagent les mêmes valeurs. Et finalement, ce discours a tellement bien fonctionné que le Global Compact a vu le jour l'année d'après. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment une plateforme d'échange et d'action collective qui regroupe tout un tas de parties prenantes. En France, on a beaucoup d'entreprises, mais dans le monde, il y a à peu près 4500 organisations à but non lucratif. On va y revenir. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les autres agences des Nations Unies et la société civile. Juste, voilà, ce sont les 10 principes du Global Compact. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille principalement sur 4 thèmes: les droits de l'homme, l'environnement, les normes internationales du travail et la lutte contre la corruption, même si on travaille également sur des thèmes comme la gouvernance, la relation partie prenante, la chaîne d'approvisionnement, etc. Donc ce sont des principes qui sont vraiment universels, qui découlent de déclarations internationales de l'ONU. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut les appliquer dans tous les pays du monde avec bien sûr un focus particulier sur ceux qui ont le plus d'importance de manière locale. Alors, quand on s'engage à rejoindre le Global Compact, en fait, c'est le dirigeant, donc soit de l'entreprise, soit de l'organisation à but non lucratif, qui s'engage personnellement pour son entité, et donc en écrivant une lettre à Ban Ki-moon, donc l'actuel secrétaire général de l'ONU, dans lequel il déclare son soutien au Global Compact et à ses 10 principes. Il s'engage à les mettre en œuvre dans son organisation et à faire du reporting chaque année sur ses progrès. Voilà, donc le but, c'est qu'une fois que l'entreprise ou l'organisation est engagée, alors c'est 2 process un peu différents, mais si on parle de l'entreprise en particulier, elle va devoir intégrer les 10 principes qu'on vient de voir dans sa culture, dans sa stratégie, dans ses opérations, c'est-à-dire vraiment se poser des questions sur la manière dont elle fait des affaires et mettre en œuvre ce qu'il faut pour respecter ces 10 principes. Et donc, il y a une obligation de reporting, comme je vous le disais, annuelle pour les entreprises et tous les 2 ans pour les organisations. Au-delà de ça, le dirigeant s'engage également à faire campagne publiquement en faveur des principes du Global Compact, c'est-à-dire lors de ces différentes prises de parole, soutenir les valeurs que nous partageons.
Alors juste un petit zoom sur les communications sur le progrès parce que c'est parfois quelque chose qui pose problème. On a pas mal d'entreprises qui s'engagent et puis qui oublient un peu cette obligation qui est en fait un peu la seule obligation quand on rejoint le Global Compact et qui nécessite de prendre un peu de temps. Et en réalité, quand on ne soumet pas sa communication sur le progrès, au bout d'un an, un an de retard, on est exclu. Donc c'est vraiment le facteur déterminant pour se faire exclure du Global Compact et depuis la création du Global Compact, on a à peu près 5000 ou 6000 exclusions, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Les objectifs de la communication sur le progrès, c'est de renouveler l'engagement de l'entreprise chaque année, c'est-à-dire que le dirigeant, même s'il a changé, reprend la parole pour dire de nouveau qu'il soutient le Global Compact et ses principes. Et puis ensuite, ses équipes vont expliquer comment concrètement l'entreprise a mis en place des actions sur les 4 thématiques. Le but, c'est vraiment de dialoguer avec ces parties prenantes, c'est d'avoir un document qui explique concrètement ce qu'on fait en toute transparence et si on n'a pas fait de progrès, expliquer pourquoi. Le but, c'est pas de faire un document spécial Global Compact, donc si l'entreprise a un rapport RSE déjà ou un autre type de rapport qui reprend les éléments dont on a besoin ou dans lequel on peut rajouter quelques éléments manquants, dans ce cas, c'est très bien. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir un document spécial qui est inutile. Voilà, à savoir quand même que au-delà de l'aspect un peu, ça prend un peu de temps de faire ce reporting, c'est sûr, mais c'est très important pour pouvoir formaliser sa démarche, faire le bilan de ses actions, voir où on en est et pouvoir mieux avancer par la suite. Voilà, quand on s'engage en matière de RSE, le reporting est quand même quelque chose d'assez fondamental pour pouvoir aller plus loin. Le format, c'est donc pour les entreprises une publication annuelle avec des indicateurs chiffrés sur les 4 thèmes. Donc je vous rappelle que les 4 thèmes, c'est ceux que je vous ai énoncés précédemment, les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Le renouvellement de l'engagement doit être absolument signé de la main du dirigeant. On s'assure comme ça vraiment de son engagement. Et puis ensuite, ce document est mis en ligne sur le site unglobalcompact.org par l'entreprise et du coup le document est public pour toutes ces parties prenantes dans le monde. Donc il suffit d'aller sur la base de données du Global Compact, de taper le nom de l'entreprise et on voit son historique et on voit les progrès qu'elle a effectués. Voilà, et après le format et la langue sont complètement libres du moment qu'il y a un document PDF. Je vais peut-être pas parler plus de ça, plus que ça des COP. Si vous avez des questions, j'y reviendrai. Alors, c'est un petit schéma pour vous montrer un peu comment ça se passe, la démarche de progrès. Je crois qu'il y a un petit problème dans la mise en page, mais c'est pas grave. En gros, en année 1, le dirigeant s'engage envers le Global Compact. Il commence à définir des axes de progrès. Une fois qu'il a été accepté, il met en place un plan d'action et il fait son premier reporting. Alors la première année, l'entreprise a la possibilité d'être seulement learner, comme on appelle ça, c'est-à-dire de ne pas répondre tout de suite aux 4 thèmes, mais d'en choisir seulement 2 qu'elle va traiter dans un premier temps. Sachant que l'année suivante, lors de son deuxième reporting, donc 2 ans après la signature, elle devra répondre aux 4 thèmes et puis sans cesse continuer à faire des progrès. Voilà, jusqu'à éventuellement, si elle est assez engagée et qu'elle a les capacités, atteindre le niveau Advance, qui est beaucoup plus complet, qui nécessite pour le coup vraiment un engagement sur 21 critères et une vraie démarche de reporting assez poussée. Juste un point sur les communications sur l'engagement, ce sont les rapports en fait qu'on demande non pas aux entreprises mais aux organisations à but non lucratif. L'objectif, c'est pas le même que pour les entreprises. Pour les organisations à but non lucratif, on va leur demander de quelle manière elles soutiennent nos principes et nos valeurs, c'est-à-dire en fonction de leur mission principale.
comment elle contribue à la nôtre et comment elle pousse nos 10 principes, etc. Donc, par exemple, pour une école, une université, ça va être comment elle forme ses étudiants sur ces enjeux-là, ou pour une association qui fait de la sensibilisation à l'environnement, forcément, sa mission principale est très liée à la nôtre, et par contre, on va lui demander un petit reporting sur quelques actions clés. Voilà, c'est vraiment encore une fois dans une optique de transparence, mais elle n'est pas obligée de faire du reporting sur ce qu'elle fait elle en interne. Voilà, mais ça permet quand même de formaliser une petite démarche de progrès, et plus l'organisation met d'informations même sur ce qu'elle fait en interne, et plus c'est intéressant. Je tiens à signaler que celle de l'Agence française de développement, par exemple, qui est membre du Global Compact, est très très intéressante et très complète. Alors au niveau du format, on ne demande pas un reporting chaque année pour les organisations, c'est tous les 2 ans. Et puis ça reste signé du dirigeant, public et format libre. Voilà. Donc comme je vous disais, tous ces rapports sont postés ensuite sur le site UN Global Compact. Donc il suffit d'aller voir sur le site si vous voulez voir ce que font les 13 000 participants dans le monde. Et notamment si on regarde, si on trie par date d'adhésion, on a des entreprises qui font leur reporting depuis 2000, 2001, 2002. Donc il y a pas mal d'informations intéressantes. Alors pourquoi s'engager envers le Global Compact? D'abord, ça donne de la crédibilité, de la valeur à la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, le Global Compact est vraiment une première étape assez indispensable pour construire sa stratégie RSE partout dans le monde. C'est un premier pas qui est nécessaire, qui engage l'entreprise publiquement et qui l'oblige à faire du reporting. Donc elle va déjà commencer à faire des progrès. Alors pour les grandes entreprises, parfois on peut se dire qu'elles ont d'autres problématiques, mais quand même une grande entreprise qui ne fait pas partie du Global Compact, alors qu'elle dit être engagée par ailleurs, ça peut poser problème. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que nous, en France, par exemple, on a la moitié de PME et la moitié de grandes entreprises. Et c'est assez inédit d'avoir autant de PME. Simplement, c'est un cadre qui est très simple, un cadre d'engagement très simple pour les PME. Comme CDV Industrie, d'ailleurs, qui est très engagé auprès de nous. Et qui leur permet de s'engager publiquement, de leur donner un cadre concret, un plan d'action, etc. Et en même temps qui donne de la visibilité parce qu'on est répertorié sur le site UN Global Compact, on a ces rapports, on nous donne parfois la parole à des événements, des choses comme ça. Donc voilà, ça permet également de mobiliser les équipes et les filiales autour du monde, donc dans le pays ou autour du monde. Vous voyez le petit logo UN Global Compact, c'est très proche du logo des Nations Unies et tout le monde le reconnaît, tout le monde est fier de faire partie d'une entreprise ou d'une organisation qui est membre de cette initiative, et ça permet de construire un projet un peu commun. Voilà. Et enfin, ça permet également de se former grâce à des outils et des programmes thématiques. De nombreux programmes sont développés soit au niveau international, soit au niveau local par les réseaux locaux. Et tout un tas de ressources sont disponibles. Il y a des groupes de travail qui vont très loin, qui sont très à la pointe de ce qui se passe, et qui font aussi des études sectorielles, etc. Donc ça ouvre pas mal de possibilités pour les personnes qui souhaitent s'engager. Alors un petit point sur les réseaux locaux, il y a 90 réseaux locaux dans le monde. Donc nous, en France, on est le deuxième plus large en nombre de participants, avec 1200 participants, mais les premiers ce sont les Espagnols, avec un peu plus de 1600 participants. Vous voyez sur cette carte que le continent qui a le moins de réseaux locaux, effectivement, c'est l'Afrique. Parfois, dans certains pays, il y a eu des réseaux locaux, et puis avec des contextes politiques ou économiques un peu compliqués, les réseaux locaux ne tiennent pas dans la durée. Ils sont relancés, etc. Enfin, on a du mal à trouver la stabilité pour ces réseaux locaux, la stabilité nécessaire à leur bon fonctionnement en Afrique. Mais certains réseaux fonctionnent très bien. C'est le cas, par exemple, du Kenya, qui a 137 participants.
Ils sont certains très actifs. Également le Nigeria, 173 participants. C'est des réseaux locaux très solides qui fonctionnent bien. En Afrique du Sud également, c'est pas forcément les mêmes problématiques, mais on a un réseau local très fort qui est soutenu par le patronat local. Voilà, bon, il y a quand même quelques réseaux locaux qui fonctionnent bien, mais ce serait important d'avoir ces réseaux locaux pour pouvoir un peu mieux soutenir les participants qui sont déjà membres du Global Compact par ailleurs. C'est pas parce qu'il n'y a pas de réseau local qu'il n'y a pas de participants au Global Compact. On le voit par exemple au Maroc où il y a à peu près 50 participants au Global Compact, mais il n'y a pas encore de réseau local. Et on travaille d'ailleurs là-dessus en ce moment. Voilà. Donc sur les 13 000 participants dans le monde, il y a 8 500 entreprises et c'est à peu près 5 000 organisations à but non lucratif. Mais à la base, c'est vraiment une initiative qui est dédiée aux entreprises. Voilà, en résumé, pour que vous compreniez bien et qu'il n'y ait pas de malentendu, le Global Compact, c'est une initiative volontaire. Ce n'est pas du tout une organisation qui est juridiquement contraignante. Le Global Compact, c'est un cadre de valeurs universel, mais pas du tout un organisme de contrôle, ni une norme, ni un label. C'est un réseau mondial d'organisation, par contre, et puis une plateforme d'apprentissage, d'échange et d'innovation, et pas un exercice de relations publiques. Je vais vous dire quelques mots sur le Global Compact France, mais assez rapidement, juste pour que vous ayez une idée des activités d'un réseau local. Joël, je crois qu'il y a une petite pause. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette présentation très claire et très précise. Alors, et la carte est frappante sur l'Afrique. Hein. Je pense qu'on aura tous été donc frappés par effectivement le vide qu'il y a en Afrique, sachant que, comme tu dis, il y a des entreprises françaises ou autres qui peuvent être en Afrique, qui peuvent être signataires du Global Compact et être présentes en Afrique, mais sans que ça soit via un réseau local africain. Voilà. Alors, nous avons des questions. Donc, Jean-Marie demande s'il existe un réseau local pour la RD Congo. Et si oui, quel en est le responsable? Alors, je te laisse répondre et je poserai les questions après. Alors non, il n'y a pas... Charlotte, à toi. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Tout à fait. Oui. Non, il n'y a pas encore. Oui, très bien. Il n'y a pas encore de réseau local dans ce pays, pas du tout. Si vous voulez savoir pour un pays en particulier, toutes les informations sont disponibles sur le site unglobalcompact.org. Il y a une partie sur les réseaux locaux et à chaque fois qui répertorie les contacts. Pour vous citer les réseaux locaux qu'il y a actuellement en Afrique, il y a le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Ghana, l'Ouganda, le Soudan, la Côte d'Ivoire et le Malawi. Il y a également la Tunisie qui a été lancée dans le Maghreb. Voilà, en gros. Donc c'est très peu encore. Très bien. Merci. Merci. Oui, très bien. Enfin, donc on a beaucoup d'opportunités devant nous. Donc. Voilà. On avait en fait la même question pour le Maroc en fait. Donc, Monsieur Moussaoui qui demandait s'il y avait un réseau au Maroc. Alors non, il y a eu un réseau au Maroc, d'où le fait, je pense qu'il y a plus de 40 participants, à savoir que nous, ce qu'on ressent, c'est que les Marocains sont assez en avance sur les problématiques de RSE sur le continent et on essaye de lancer un nouveau réseau local en ce moment, notamment avec le soutien du PNUD et peut-être du patronat local, mais pour l'instant, il n'y a plus de réseau local. Donc l'objectif, ce serait d'essayer d'en monter un avant la COP22 pour également avoir un peu un contact local parce que pendant toutes les COP, il y a des événements Global Compact et Caring for Climate et ce sera un bon moyen de le lancer. D'autant que, comme je vous disais, il y a déjà plus de 40 participants, donc toutes les conditions sont réunies. Oui, d'accord. Alors, en fait, quand tu parles qu'il y a déjà 40 participants, c'est même des entreprises marocaines. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises marocaines et également des entreprises européennes. Enfin, mais il y a pas mal de marocaines, oui. Alors, juste. D'accord. Alors.
j'ai juste une petite précision sur les participants en Afrique. Alors, même si il y a des pays où il y a quand même pas mal de participants, une des caractéristiques, c'est qu'il y a énormément d'organisations à but non lucratif qui participent au Global Compact en Afrique, et il y a beaucoup moins d'entreprises. Donc ça, c'est un vrai problème aussi, parce que, comme je vous disais, c'est vraiment une initiative qui est dédiée aux entreprises. Le but, c'est de les engager et de les pousser le but, c'est de les étudier. C'est génial qu'il y ait des organisations en tant que partie prenante, etc. Mais ça ne permet pas de créer, par exemple, des réseaux locaux qui soient durables. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on continue. On a d'autres questions. On va les prendre dans l'ordre. Alors, Monsieur Moussaoui, mais alors j'ai dû manquer peut-être quelque chose dans ce que tu disais, demande quel est le contact pour le PNUD. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de comprendre en fait. Je pense qu'il parle... Parce qu'il y a un contact au PNUD. Oui. Je pense qu'il parle pour le Maroc, le contact pour le PNUD, mais moi je ne sais pas. Il faudrait voir ça avec New York. On pourrait trouver l'information si besoin, mais moi je ne sais pas pour l'instant. D'accord. Monsieur Moussaoui, on peut essayer de regarder, relancez-nous sur Noubli, mais si... Oui, voilà, qui nous pour vous envoie aider à trouver le contact. Voilà, ouais, très bien. Merci. Alors, on a encore des questions. Toujours une question. Moi, après, je reviendrai aux autres questions qui étaient posées plus haut, mais là, je pose toutes les questions sur les implantations. Donc, Yvon Ibata de République du Congo, de l'Équatorial Magazine, qui demande s'il y a donc des réseaux Global Compact en Afrique centrale et en général, hein, dans l'Afrique centrale en tant que région et en République du Congo. Alors, bon, je ne sais pas si tu as plus de précision. D'ailleurs, on peut regarder je pense qu'on peut revenir la carte, mais je ne sais pas si tu as plus de précision. Non, ouais, mais je pense pas. J'ai pas beaucoup plus de pression que ça. Je vous ai cité les principaux réseaux locaux. Je vous rappelle que toutes les informations sont disponibles sur le site de New York. Après, si certaines personnes sont intéressées pour travailler sur le lancement d'un réseau local, faut pas hésiter à nous contacter et à essayer de voir ce qui est possible de faire. Voilà. Mais j'ai pas plus d'informations sur les réseaux. Ouais, très bien. Alors, et justement, pour la République du Congo, je pense que Yvon a peut-être un projet d'un événement assez important, donc peut-être aussi, ça peut être, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça, mais à la limite, on pourra échanger par email aussi là-dessus séparément. Alors, je reprends, il y avait d'autres questions. Donc, je crois qu'il y avait Evelyne Picheneau qui demandait pourquoi il y avait encore si peu d'entreprises engagées. Je vais poser deux questions à la fois, en fait. Et donc aussi qui demande pourquoi il y a eu peu d'évolution dans la dernière période. Donc pourquoi peu d'entreprises engagées et peu d'évolution dans la dernière période. Je pense que Evelyne parle de l'Afrique. Et Nelly qui demande si tu as une idée de la part d'entreprises engagées qui ont le niveau advanced. Alors je pense qu'on parle toujours pour l'Afrique. Si ce n'est pas le cas, mettez-le nous dans la petite boîte de conversation. Donc, combien de parts d'entreprises engagées avec le niveau Advance et quelle est la vitesse de progression d'un niveau à un autre en général? Quel thème est souvent le plus rapidement maîtrisé? Donc, je pense que la question de Nelly est peut-être générale. Bon, je ne sais pas. Ouais. Alors, voilà. Alors, pourquoi encore si peu d'entreprises engagées? Oui, je pense que c'est en Afrique. Je pense que tout d'abord le fait qu'il n'y ait pas de réseau local, du coup il y a une proposition de valeur de la part du Global Compact qui est assez limitée. Les entreprises d'abord ne connaissent pas vraiment le Global Compact et puis si elles s'engagent ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est vraiment le rôle d'un réseau local d'accompagner ses membres dans ces démarches et sans ça une entreprise peut rapidement se sentir un peu perdue et peut par exemple ne pas faire sa communication sur le progrès et se faire exclure. Donc je pense que par rapport au nombre d'entreprises qui sont signataires actuellement, il y a dû en avoir pas mal plus par le passé, mais de nombreuses ont dû déjà se faire exclure parce qu'elles n'ont pas fait leur communication sur le progrès. Quand on fait un peu le tour des participants en Afrique, c'est vrai que souvent elles sont en retard dans leur communication, justement du fait du manque de suivi d'un réseau local. Peu d'évolution dans la dernière période, je suis pas sûre de bien comprendre, je suis pas sûre qu'il y ait eu moins d'évolution dans la dernière période que
que ce qu'il y a eu avant. Par contre, ce que je sais, c'est que le Global Compact travaille très activement en ce moment pour avoir une vraie stratégie Afrique et une vraie proposition de valeur pour arriver à engager les entreprises africaines dans la démarche. On a notamment un membre du board qui s'appelle Pierre Sané et qui est basé à Dakar. Il est président de Imagine Africa, mais il a fait une belle carrière. Il a été à Amnesty International, à l'UNESCO, etc. Il est quelqu'un de très engagé et qui travaille beaucoup là-dessus. On a eu l'opportunité de le rencontrer. Donc on sait que les choses devraient avancer rapidement dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà. Au niveau de la part d'entreprises engagées qui est au niveau advance, alors pour l'Afrique, j'ai absolument aucune idée, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. À vrai dire, il doit y en avoir quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Au niveau mondial, c'est à peu près 4%, 4 ou 5% des entreprises qui arrivent à qualifier leur reporting à ce niveau-là. Et en France, on a énormément travaillé sur ce thème. On partait vraiment de loin, malgré la bonne qualité du reporting de nos entreprises. On avait seulement une vingtaine d'entreprises sur nos 1000 entreprises qui atteignaient ce niveau. Du coup, depuis plus de 2 ans, on a un groupe de travail dédié et qui nous a permis, notamment par l'intermédiaire de lancement d'une plateforme spécifique pour accompagner nos entreprises, leur montrer comment concrètement faire pour atteindre ce niveau, donner des bonnes pratiques. Donc cette plateforme s'appelle copadvance.org, vous pouvez aller voir, ça vous donnera beaucoup d'idées. Donc on a lancé cette plateforme en français et en anglais et grâce à ça et grâce à l'action du club, on est à plus de 60 participants aujourd'hui en France qui atteignent ce niveau. Voilà, donc sur les autres pays, je pense qu'il y a moins, la progression est moindre, il y a juste le Brésil qui avance aussi sur ce sujet-là. Et quelle est la vitesse de progression d'un niveau à un autre, c'est assez compliqué à déterminer. Hein. Vraiment, c'est en fonction des entreprises. L'année dernière, pour la première fois, on a eu une entreprise qui venait, c'était son premier reporting, sa première COP, et elle s'est directement qualifiée au niveau Advance. C'était la première fois qu'on voyait ça. Mais la plupart du temps, même pour les grandes entreprises, ça prend un peu de temps. Voilà. Et quel thème est souvent le plus rapidement maîtrisé? Encore une fois, ça dépend vraiment des entreprises et des contextes. Je pense qu'en France, vu la réglementation, le thème de l'environnement est assez facilement maîtrisé. En Afrique, ça dépend vraiment des enjeux locaux, ça dépend aussi de la réglementation, etc. Voilà. Et puis aussi, il y a des thèmes qu'on croit maîtriser, qu'on ne maîtrise pas du tout, comme les droits de l'homme ou la lutte contre la corruption, ou même en France, on a encore énormément de progrès à faire. Donc, c'est pas possible de vous dire quel est le thème le plus rapidement maîtrisé. D'accord, merci Charlotte pour toutes ces précisions extrêmement intéressantes. Alors, on a d'autres questions sur là où il y a des réseaux, mais Chantal a mis la liste des réseaux en Afrique. On avait David Roger de By Your Way qui dit qu'il y a des entreprises qui ont atteint le niveau Advance en Afrique du Sud, donc c'est quelque chose d'intéressant. Leïla Abassi de la SFBT Tunis qui précise qu'il y a eu un réseau, que le réseau tunisien a été créé en 2015 par IRSET. Je soupçonne que ce soit l'Institut RSE tunisien ou de Tunisie. Voilà. Alors, et puis après, il y avait aussi une question d'Evelyne, je pense que tu auras une réponse, qui demandait qu'est-ce qu'il y avait de particulier. Alors, attendez, parce qu'il y a tellement de choses. Oui, alors il y a monsieur aussi Moussaoui qui disait avant qu'il y avait une association pour la responsabilité sociétale des organisations au Maroc qui pourrait être partie prenante pour créer un réseau Global Compact. Donc effectivement, je pense qu'on peut échanger ou on peut vous mettre en contact et puis vous échanger par email là-dessus si M. Moussaoui souhaite pousser sur ce thème. Ouais. Tout à fait. Oui. Donc on le fera. Ok, d'accord, donc on le fera. Je pense super, très bien. On est ravis de mettre en contact les gens, donc n'hésitez pas à demander. Hein. Monsieur Moussaoui demande aussi s'il y avait un lien avec le GRI, je vais te laisser répondre. Et puis après, donc il y avait une question, je ne la vois plus parce qu'il y en a tellement qu'il faut que je remonte. Mais quelle aide aux PME est-ce que le Global Compact aide ou pourrait aider les PME qui sont particulièrement nombreuses en Afrique? Voilà.
et comment on pourrait faire Alors, si jamais le Global Compact se développait en Afrique. Voilà. je crois que j'ai oublié la question. Ah oui, le GRI. Les liens avec le GRI. Alors, je pense qu'on a énormément d'organisations qui travaillent sur la responsabilité sociétale, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Évidemment, le Global Compact et la GRI travaillent étroitement ensemble. Ils ont un partenariat depuis quelques années. Ça a donné lieu, par exemple, récemment à une publication qui s'appelle SDG Compass, qui est en gros un peu un guide méthodologique sur comment intégrer les ODD, les objectifs de développement durable, je vous rappelle, qui viennent d'être adoptés par l'ONU, comment intégrer les ODD à son reporting, donc un peu de méthodologie et un guide de reporting, quoi, avec également le WBCSD, donc ça c'est quelque chose qui a été fait. Au niveau GC Advance, les 21 critères ont été également travaillés avec la GRI. Il y avait une question préliminaire qui demande spécifiquement à ce que vous utilisez les guidelines de la GRI, par exemple. Voilà, donc on travaille avec eux et on essaie, je pense que la plupart des acteurs essaient un peu de faire converger leurs standards, leurs référentiels pour éviter à toutes nos entreprises de perdre leur temps à faire du reporting, par exemple, à faire trop de reporting plutôt. Voilà. Après, l'autre question, c'était, j'ai oublié. Sur les PME, Les PME. en Afrique. Comment on pourrait aider les PME? Alors, je pense que sur ce sujet-là, notre expérience en France est assez intéressante parce que nous, c'est quelque chose qu'on arrive bien à faire, notamment parce qu'on aide beaucoup nos membres dans la rédaction de leur rapport annuel, ce qui est vraiment pour nous la clé pour réussir à engager et à conserver les PME. Donc, c'est-à-dire que nous, on a tous les jours des PME qui nous envoient leur COP pour relecture, qui nous appellent pour nous demander comment on fait. On a tout un tas de guides pour les aider, donc dans les démarches du Global Compact. Parfois, ça peut être aussi demander un logo. C'est vrai que le site UN Global Compact est en anglais. Alors, autant pour les grandes entreprises, souvent, ça ne pose pas trop de problèmes. Autant pour les PME, c'est plus problématique et je pense que c'est la même chose en Afrique, dans pas mal de pays francophones. Donc voilà, nous, on essaie toujours de faciliter le travail de nos membres. Et également, je pense que c'est assez intéressant de voir ce que le Global Compact au niveau international essaie de faire. Il y a quelques initiatives pour leur faciliter le reporting aux PME. Alors nous en France, on préfère encore travailler individuellement avec chaque entreprise, mais par exemple pour les PME africaines qui ne savent pas trop comment faire leur COP, sur le site UN Global Compact, quand il est l'heure de poster leur COP, elles ont un outil maintenant pour, par exemple, mettre directement les informations, donc répondre à quelques questions, qu'est-ce qu'elles font sur les droits de l'homme, qu'est-ce qu'elles font sur l'environnement, mettre les indicateurs, et puis directement comme ça crée une COP. Elles n'ont pas besoin de faire un rapport spécifique. Voilà. Après, je pense que ce qui est important pour s'assurer de l'engagement des PME sur la durée, c'est aussi de créer des liens forts avec eux, et c'est pour ça que un réseau local est très important, et de toujours garder en tête qu'il faut qu'on parle aux deux publics, donc à la fois grandes entreprises, PME, et puis bien sûr aussi les organisations. Nous, par exemple, dans tous nos événements, on essaie systématiquement d'avoir un intervenant au moins d'une PME. Dans nos groupes de travail, c'est pareil, on essaie vraiment de mettre en valeur les deux types d'acteurs. D'ailleurs, on a également un club en France spécifique pour les PME pour travailler sur la responsabilité sociétale, et qui qui lance son tour de France début mai pour justement recréer du lien avec nos PME. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de pistes, mais c'est vrai que sans l'aide d'un réseau local, c'est assez compliqué. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup Aurélie. Donc il y a des questions, il y en a encore une. Je pense qu'on viendra peut-être plus tard. Yvon, on a bien vu votre question, mais on viendra peut-être plus tard parce que je pense qu'il est temps de passer à la deuxième partie d'Aurélie pour garder suffisamment de temps pour Corinne aussi. Donc Aurélie, je te propose de passer à ta deuxième partie. Oui, ok. Moi, j'ai Charlotte par contre. Mais
Oui, pardon. Là, excuse-moi, Charlotte. Oui, excuse-moi. ok, bon, Oh là là, mon Dieu. du coup, Je te laisse parler. oui, je vous ai déjà pas mal parlé de ce qu'on faisait en France, mais juste pour vous donner un peu une idée un peu plus concrète, nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir un lieu d'échange stimulant pour initier, développer et partager les démarches de responsabilité sociétale de tout type d'acteurs. Donc, on a vraiment des entreprises de tout secteur, de toute taille. Ah oui, par contre, c'est la slide qui va pas marcher, mais on a des TPE, on a à peu près 40 TPE, on a à peu près 580 PME, on a tout un tas d'ETI et de grandes entreprises, on a 120 organisations, donc des écoles, des associations, des fédérations professionnelles, voilà. Donc essayer d'offrir un lieu d'échange pour tous ces acteurs et avancer ensemble vers un développement qui soit plus durable. À gauche, vous voyez quelques photos de nos événements. C'est des événements de l'année dernière. Là, en haut, c'est une réunion du Club Advance qui travaille sur le niveau de reporting le plus avancé. La photo au milieu, c'est un événement qu'on a fait pendant la COP21. On a eu, vous voyez, Mary Robinson qui est venue nous parler avec d'autres intervenants prestigieux et dont des entreprises de climate justice et comment ne pas oublier les droits humains quand on lutte contre le changement climatique. Et puis en bas, vous voyez François Hollande au Business and Climate Summit qu'on a co-organisé l'année dernière, juste pour vous donner une petite idée. Nos objectifs, très rapidement, c'est bien sûr d'accompagner et conseiller nos membres dans leur démarche, favoriser l'échange de bonnes pratiques, toujours de manière très concrète, et favoriser le dialogue. C'est également mettre en valeur les engagements de nos adhérents, c'est une manière de partager les bonnes pratiques également et puis de s'assurer qu'ils soient toujours engagés. Également de contribuer au débat national et international. Donc par exemple, on participe à la plateforme RSE et puis on échange beaucoup avec nos collègues des autres pays et le siège pour faire avancer nos sujets. C'est également de déployer les programmes du Global Compact en France. Comme je vous disais, il y a pas mal de programmes au niveau international comme Caring for Climate, Water Mandates, programmes sur les droits des enfants, etc. Nous, on essaie dans la mesure du possible et de nos moyens, d'en parler le plus possible en France. Il y a aussi les Women's Empowerment Principles, donc les WEP avec le comité ONU Femmes sur lesquels on travaille pas mal. Et puis mobiliser les entreprises, bien sûr, notamment les PME, sur nos thématiques de travail. Alors, pourquoi nous rejoindre? Ça c'est un peu notre offre de service, mais je pense que je vous en ai déjà parlé assez. 3 mots sur notre gouvernance, juste pour vous montrer un peu le fonctionnement d'un réseau local, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement travailler dessus. Nous, on a un comité de directeur qui est présidé par Jean-Pascal Tricoire, qui est également le PDG de Schneider Electric. Donc dans notre comité de directeur, on a moitié de grandes entreprises, moitié de PME. On a également l'Agence française de développement et la conférence des grandes écoles. Et en gros, c'est le comité directeur qui détermine la stratégie de l'association, ses grandes orientations. Et puis, une fois par an, on a l'Assemblée générale qui va prendre les décisions telles que le barème de cotisation, par exemple, ou la nomination des membres du comité directeur. Voilà. Alors ça, c'est la slide qui ne fonctionne pas avec les chiffres, mais je vous en ai déjà parlé. En gros, la segmentation de nos participants. Nos groupes de travail, c'est pareil, comme je vous disais, on a le groupe GC Advance qui est finalement un laboratoire des meilleures pratiques et qui permet ensuite de partager son travail avec l'ensemble de l'association, par exemple par l'intermédiaire d'événements, c'est-à-dire qu'on va préparer un thème avec le Club Advance, comme on a fait sur les achats responsables. On a demandé à nos directeurs RSE et responsables de PME de venir avec leurs responsables achats pour avoir un vrai dialogue sur comment on peut tous travailler ensemble, comment on peut convaincre les acheteurs de s'engager concrètement dans les achats responsables. Mais je pense que David Roger de Buy Your Way pourra nous dire un mot sur cette problématique, notamment en Afrique. Et qui a donné lieu ensuite à un grand événement qui a eu beaucoup de succès pour parler de ces thématiques. Voilà, donc c'est vraiment préparer des sujets un peu de pointe et pour pouvoir diffuser l'information et les meilleures pratiques dans l'ensemble du réseau. Voilà, les participants. Le Club PME Climat, mais je vous en ai déjà parlé également, qui lance son tour de France le 3 mai sur le thème de l'économie circulaire à Lyon. Et on va lancer un club droits humains à partir de fin mai
Donc encore une fois, on va essayer de faire avancer nos PME sur ces thématiques parce que en France, beaucoup de PME nous disent moi les droits de l'homme, ça ne me concerne pas, je respecte la législation, mais on sait que c'est pas forcément vrai, notamment quand on regarde de plus près leur chaîne de valeur entière. Même si en France, ils n'ont pas de soucis. Ça ne veut pas dire que dans leur chaîne d'approvisionnement, et Corinne va pouvoir nous en parler un peu, il n'y a pas de souci à éviter, quoi. Voilà, simplement nos coordonnées pour nous écrire. Et puis n'hésitez pas à aller voir notre site internet également, www.globalcompact-france.org, où il y a pas mal d'informations et puis des actualités. Voilà. Alors, on avait préparé simplement une bonne pratique, c'est un de nos membres, le groupe Bell, un de nos membres du Club Advance notamment, qui est très engagé, et on m'a demandé de parler de cette bonne pratique qui est assez intéressante. C'est le programme Sharing Cities de Bell Access qui essayait de relever le défi du dernier kilomètre parce que en Afrique, dans certains pays, le frein majeur à l'accessibilité des produits alimentaires, c'est ce dernier kilomètre pour atteindre le consommateur à cause d'infrastructures parfois insuffisantes. Donc Bell a beaucoup travaillé pour essayer de dépasser ce problème et a notamment travaillé avec des vendeuses de rue et pour développer un nouveau modèle de distribution. Donc utiliser un peu le système informel, mais tout en essayant de leur donner des ressources pour se développer, donc comme des lieux de vente attribués et sécurisés, des marchés organisés où les vendeuses pourront distribuer les produits de Bell. Donc c'est un modèle qui est vraiment gagnant pour tous, on pense. Bien sûr, Bell vend beaucoup plus de produits à des consommateurs qui n'arrivaient pas à toucher jusque-là, mais ces vendeuses de rue, ça permet bien sûr de les aider, de parfois les faire passer du système informel à formel, de leur apporter de nouveaux revenus et donc bien sûr de les aider à soutenir leur famille. Il y a également des programmes de microfinance, des systèmes communautaires, de micro-assurance qui ont été créés. Voilà. Donc une bonne pratique assez intéressante d'un de nos membres. C'est simplement une dernière slide, comment adhérer au Global Compact, mais je pense que vous allez certainement avoir la présentation envoyée, enfin les participants auront la présentation, et toutes les informations sont également sur notre site. Voilà, c'est assez simple. Et je pense que c'est fini pour moi. Ok, merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup. Je pense qu'on a encore des questions. Alors, on a au moins deux questions d'Evelyne. Donc, une qui est quelle aide au démarrage d'un réseau. Bon, il y a beaucoup de questions très opérationnelles sur sur le fait de créer des réseaux en Afrique. Donc, quelle aide au démarrage d'un réseau national en Afrique? Et on avait une autre question qui était quel est l'engagement des entreprises, des industries extractives et forestières dans le Global Compact? Comment le Global Compact travaille avec ces secteurs-là? Je vais te laisser répondre peut-être à ces deux questions. Et après, on passera aux suivantes. Oui, Merci. alors, aide opérationnelle à la création d'un réseau local. Alors, à savoir qu'un réseau local du Global Compact, bien qu'il ait un accord annuel et qu'il soit soutenu, qu'il soit très lié au siège à New York, doit en gros se débrouiller pour être autosuffisant. Donc, doit trouver un modèle stable de financement. Et avoir des gens un peu à disposition dans un premier temps pour par exemple, éviter d'avoir trop de frais de ressources humaines. Donc ce qu'on voit concrètement, c'est que énormément de création de réseaux locaux se font grâce à l'aide d'acteurs externes. Par exemple, dans beaucoup de pays, ça peut être la Chambre de commerce internationale ou le patronat local. Dans certains pays un peu moins développés, on va dire, souvent c'est le PNUD qui également donne
un coup de main. Alors ça peut prendre différentes formes. Parfois c'est même quelqu'un du PNUD qui va gérer le secrétariat du réseau local. Donc c'est assez divers, mais en gros au début, au lancement d'un réseau local, c'est important d'avoir un board. Donc il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance claire, un board, un président et une personne contact, comme on appelle ça, la personne contact, c'est la personne qui est en charge de gérer les demandes des participants, en gros, les demandes opérationnelles, même s'il y a un événement organisé, c'est elle qui va être en charge, et c'est quelqu'un qui doit pouvoir parler anglais pour justement être en contact régulier avec les équipes à New York. Voilà. Ensuite, sachant que nous, par exemple, on travaille énormément sur l'Afrique parce qu'on a ce partenariat avec l'Agence française de développement. Depuis 2012, l'objectif, c'est de manière assez informelle, essayer de faire la promotion du Global Compact en Afrique et, si possible, donner un coup de main aux réseaux un peu émergents, notamment francophones. Parce qu'on a pas mal de ressources, comme je vous ai expliqué. Alors, on parlait tout à l'heure du réseau tunisien, il a été lancé en effet en septembre, et dont la personne contact a changé depuis. Mais à l'époque, j'avais été pas mal en relation avec elle pour justement lui faire comprendre comment fonctionne un réseau, lui mettre à disposition nos ressources, etc. Donc, nous, Global Compact France, en tant que réseau, si on peut dire avancé, et avec le soutien de l'AFD, on a aussi un peu cette mission de soutien. Mais alors là, pas du tout financier, plus en matière de ressources et capacity building des nouveaux réseaux. Voilà. Il y avait une autre question? Je ne sais plus. Oui, alors il y avait, d'accord, alors donc déjà c'est une bonne chose à savoir. Le Fatima Yansané, donc du Cameroun, demandait si les filiales de multinationales en Afrique sont impliquées. Bon, c'est un peu ce que tu disais, tu peux peut-être détailler un peu plus? Ouais, alors ça c'est un peu compliqué. Nous, justement, dans nos différentes actions en Afrique, on a eu vraiment du mal à impliquer les filiales de nos entreprises membres. On a pas mal de belles entreprises françaises qui ont des filiales en Afrique, mais bien qu'on arrive très bien à les impliquer quand on est en France, en Afrique, je pense que les directeurs de filiales ont ont beaucoup de liberté finalement et se reconnaissent rarement dans les valeurs qu'on soutient. Malheureusement, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus pour que les sièges arrivent mieux à faire passer leurs engagements, leurs valeurs en matière de RSE dans leurs filiales, notamment en Afrique. Parce que je pense que si les directeurs de filiales étaient un peu plus engagés, on aurait beaucoup plus de facilité à travailler avec eux. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Alors là, je fais un peu des généralités, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Donc voilà, après, ça ne nous empêche pas de travailler avec quand même pas mal d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont, je ne vais pas citer, mais vous le voyez, de toute façon, il y a des entreprises françaises, par exemple, qui ont signé directement le Global Compact dans certains pays en Afrique, et pas que des entreprises françaises, d'ailleurs. Voilà, donc ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Après, je sais qu'il y a des groupes de travail, il y a eu des publications qui ont été faites sur certains secteurs, par exemple en Côte d'Ivoire, avec certaines problématiques comme le cacao, les droits des enfants, etc. Voilà, mais je ne sais pas si je réponds bien à la question. Enfin, si, je crois, très bien. Enfin, c'était une réponse très claire. Moi, je vais partager aussi, alors sur l'Asie, par exemple, c'est vrai que de temps en temps, je trouve aussi qu'il y a un décalage entre ce que peut dire le siège et ce que les filiales font. Il y a sans doute un peu de liberté d'interprétation au niveau des filiales, même si je dirais que je trouve que ça commence à changer. Peut-être qu'il y a plus une volonté aussi de former vraiment les filiales et les collaborateurs des filiales pour qu'ils comprennent vraiment les enjeux stratégiques de la RSE et comment s'engager au niveau local. Parce que sinon, c'est vrai, enfin bon, moi c'est des témoignages de ce que j'ai pu voir, mais c'est financer une ONG locale qui va faire quelque chose qui n'est pas forcément en ligne avec, ou qui n'a pas forcément de rapport avec les activités de l'entreprise. Enfin bon, voilà, des exemples comme ça. Alors, très bien.
Et puis après, sur les filiales des multinationales, mais bon, je pense, alors moi pour le coup, je pense qu'il faut continuer à essayer de travailler sur les filiales des multinationales. Donc le travail que peut faire Charlotte, nous le travail qu'on peut faire avec les contacts entreprises qu'on a, et puis après, donc toutes les personnes qui sont sur le terrain, avec les contacts qu'elles peuvent avoir avec les entreprises, les filiales des entreprises multinationales dans leur pays, quoi. Je pense qu'il faut vraiment faut vraiment le faire continuellement, puis ça finit par marcher. Voilà. Alors, on va essayer peut-être alors on enverra bien la présentation aussi, hein, tu demandais ça, je l'ai écrit, mais on enverra bien, donc Charlotte. Alors, on va peut-être essayer de donner la parole à David. Chantal, je te laisse gérer. Oui, alors c'est pas sûr que David prenne la parole. Donc David, vous pouvez juste essayer de parler s'il vous plaît, et on va voir, mais il doit manquer quelque chose. Voilà. David, si vous pouvez juste essayer de parler. Peut-être que David parle. Ouais, non, donc ça doit pas marcher, je vois, parce que a priori il a un problème de, enfin un problème, oui, voilà. Donc on n'entend pas, il parle et on n'entend pas, donc c'est un problème d'ajout, donc je te propose qu'on passe à la suite, voilà, désolé. Ouais, ok, désolé David, de toute façon on a déjà prévu d'essayer de faire quelque chose dans le futur.